Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on verra qu'une signature scannée n'est pas assimilable à une signature électronique. Ce sera dans quelques instants avec Anthony Roche, avocat fondateur de RCI Cabinet d'avocats. On s'intéressera ensuite au partage et à la réutilisation des données à caractère personnel avec Paul-Olivier Gibert, président de l'AFCDP. Et enfin, on parlera de la fin du télétravail en entreprise avec Séverine Martel, associée chez Reed Smith. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. Une signature scannée n'est pas assimilable à une signature électronique. On en parle tout de suite avec mon invité, Anthony Roche, associé fondateur du cabinet RCI, cabinet d'avocats. Anthony Roche, bonjour. Bonjour Arnaud. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a invalidé la signature scannée comme preuve de consentement. Quelle est la principale conclusion de cet arrêt? Alors la principale conclusion de cet arrêt, c'est qu'une signature scannée n'a pas la même force probante qu'une signature électronique. Voilà. Bon, ça c'est un point qu'on savait déjà depuis bien longtemps. Effectivement, elle ne permet pas de donner le consentement du signataire. Cet arrêt remet-il en question la validité de tous les contrats signés avec des signatures scannées? Non, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier que les contrats sont d'abord consensuels. Donc la signature n'est pas forcément une condition de validité du contrat, mais elle est surtout un mode de preuve. Effectivement, quand le contrat est solennel, c'est-à-dire que la loi impose qu'il y ait une signature du contrat pour qu'il ait valeur, effectivement, dans ce cas-là, oui, on est dans une condition où ça pourrait amener à annuler le contrat. Mais heureusement, la signature scannée permet également, si on la corrobore à d'autres preuves, de donner pleinement valeur au contrat. D'accord. Il y a des décisions de cette nature? Oui, on a eu des décisions de cette nature, notamment sur des signatures scannées, il me semble, une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence où effectivement on avait eu des signatures scannées, mais compte tenu du fait que les virements avaient été réalisés sur les comptes, on avait considéré que les preuves étaient suffisantes et que le contrat était valable. D'accord. Pour bien comprendre, quelle est la différence entre une signature scannée et une signature électronique? Alors, une signature scannée, c'est un début de preuve. Voilà, ça n'a pas la même valeur qu'une signature électronique. La signature électronique, il faut se référer à l'article 1367 du Code civil, et notamment son alinéa second, qui est la signature électronique qui a la valeur la plus forte. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme valable sans apporter de preuve. Parce que on met en place en fait un système qui permet qu'il y ait un lien entre la signature et le document qui est mis en place. Quel est le cadre juridique de la signature électronique pour bien comprendre? Alors la signature électronique a un cadre juridique qui est européen d'abord parce qu'il y a un règlement. Le règlement est IDEAS qui date de 2014. On a une loi sur la signature électronique de 2000. On a, comme je vous ai cité tout à l'heure, l'article 1367 alinéa second du Code civil. D'accord. Et on a un décret de 2017 sur la signature électronique. Voilà. Donc, on a un cadre juridique quand même assez important. On a un cadre juridique, on a le règlement IDAS, donc on a plusieurs niveaux de signature. Donc on a la signature simple, qui, pour vous donner un exemple, un stylet par exemple sur une tablette, c'est considéré comme une signature simple. On ne peut pas en fait faire le lien entre le signataire et le document, parce qu'il n'y a pas de processus fiable qui est mis en place pour acter que la signature est reliée au document. Il n'y a pas de procédure d'authentification qui permet de donner l'identité du signataire, c'est ça? Alors oui, exactement. On peut très bien, une signature scannée peut très bien relever par exemple d'une signature simple. Ensuite, on a plusieurs niveaux de signature, plusieurs niveaux de sécurité. Donc la signature avancée, c'est celle qui est utilisée le plus souvent par les entreprises aujourd'hui, où effectivement on arrive à avoir l'identité du signataire, le lien entre le signataire, le processus qui est mis en place pour faire le lien entre le signataire et le document, mais il n'y a pas de tiers qui intervient. D'accord. Pour qu'elle soit considérée vraiment comme fiable, il faut également qu'il y ait des preuves supplémentaires, que l'éditeur, notamment des signatures électroniques, va mettre en place, par l'horodatage par exemple, par un processus de signature, on va savoir
quelles sont les personnes qui signent, tout le déroulement de la signature, enfin, plein d'éléments qui permettent d'avoir des preuves. Ensuite, on a la signature avancée avec certificat électronique, où là, effectivement, on a déjà l'identité de la personne qui est plus importante. D'accord. Et le plus haut degré de signature, celle qui correspond à l'article 1367, alinéa second du Code civil, qui correspond à la signature qualifiée. D'accord. Et celle-ci, vous n'avez pas besoin de rapporter la preuve, toutes les preuves dont on a parlé avant, pour qu'elles soient valables. Parce qu'elle a le plus haut degré de sécurité, c'est ça? Oui. Alors généralement, vous allez... tout dépend du type de contrat et de projet que vous allez mettre en place. Ça a quand même un coût, hein, une signature électronique. Donc effectivement, pour les actes les plus courants, les plus faibles, on va conseiller de mettre en place des signatures avancées, effectivement. Mais par contre, dès lors que vous avez un acte notarié, par exemple, c'est une signature qualifiée ou des actes importants. Les marchés publics, notamment, n'acceptent, mes souvenirs sont bons, que la signature avancée avec un certificat électronique et la signature qualifiée. Bon, on vient de voir tous les degrés de signature et les niveaux de sécurité. Quels sont les risques pour les entreprises qui continueraient d'utiliser les signatures scannées? Le risque, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la signature scannée, elle est répudiable. Donc effectivement, si vous ne mettez pas en face suffisamment de preuves pour faire valider votre signature, effectivement, c'est un risque. C'est un peu le cas qu'on a eu dans l'arrêt que vous avez cité tout à l'heure. 13 mars 2024. Où effectivement, on avait une signature scannée, mais les bénéficiaires de la promesse, une promesse de vente, n'ont pas pu avoir en face tous les éléments nécessaires permettant de valider cette signature. Alors peut-être pour terminer, revenir sur des bonnes pratiques à l'intention des entreprises pour s'assurer justement que leur signature est juridiquement valable. Alors, les bonnes pratiques, si on reste sur des signatures par mode électronique, effectivement, pour les actes les plus faibles, ils peuvent continuer, effectivement, s'ils le désirent, à utiliser des signatures scannées, mais je leur conseillerais, moi, de mettre en place des conventions de preuve. Une convention de preuve, c'est aménager, en fait, avec le partenaire, les conditions selon lesquelles ils vont décider de mettre en place leur processus de signature. Concrètement, on fait comment pour mettre en place ce type de convention? Convention de preuve, ça va être un contrat où, entre deux parties, où dedans vous allez définir quels sont le modus operandi en fait, de la contractualisation. Donc là, on va considérer qu'il continue de valable. Et puis après, voilà, je conseillerais de mettre en place des signatures électroniques avancées pour les actes les moins contraignants, et puis après partir suivant le projet. C'est toujours pareil, c'est le projet qui va déterminer en fait le niveau de signature électronique qu'on va engager. Bien entendu, si vous voulez pas avoir de problème, c'est la signature électronique qualifiée, mais effectivement, elle a un coût. Bien sûr. Et aujourd'hui, quel type de projet, justement, nécessite la signature électronique juridiquement valable pour être sûr de blinder son projet? Ouais, alors je vous ai déjà cité tout à l'heure, hein, les marchés publics, c'est obligatoire, et puis les contrats les plus importants. Bien sûr. Dès lors qu'il y a des gros montants et des enjeux sur des infrastructures, par exemple. Évidemment. D'accord. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir. On poursuit ce Lex Inside et on va parler partage et réutilisation des données avec mon invité Paul-Olivier Gibert, président de l'AFCDP. Paul-Olivier Gibert, bonjour. Bonjour. Quel impact le RGPD a-t-il eu sur la protection des données personnelles du point de vue du citoyen? Le RGPD a profondément renforcé les droits des citoyens. On peut véritablement parler d'une révolution avec le RGPD. Pour être plus concret, le RGPD a consacré un certain nombre de droits. Le premier, c'est le droit à l'oubli, c'est-à-dire de demander à un responsable de traitement d'oublier notre personne. Le deuxième, c'est le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire de récupérer sous un format utilisable, lisible par une machine, des données nous concernant pour les confier à un autre responsable de traitement. La transparence est accrue. Les entreprises sont tenues d'informer clairement les utilisateurs sur la manière dont les données sont collectées et l'utilisation qui en est faite. Et c'est des choses que l'on peut voir, puisque maintenant on peut avoir une description beaucoup plus précise dans l'utilisation des cookies, des personnes qui sont destinataires de ces cookies, et avec des listes qui parfois peuvent être très longues et très nombreuses. Le consentement maintenant doit être explicite. Il n'est plus présumé, il doit être explicite, ce qui n'exclut pas
que ce ne soit pas, c'est pas la seule source d'expression, de légitimité d'un traitement de données à caractère personnel, mais si elle est fondée sur le consentement, celui-ci doit être explicite. Et enfin, une responsabilité croissante des entreprises qui doivent mettre en place des dispositifs de protection des données à caractère personnel, de respect des souhaits des personnes, au prix de sanctions qui sont très lourdes, 4% du chiffre d'affaires, dans un régime précédent où on était dans une déclaration administrative des traitements. Alors, vous évoquez justement l'impact du RGPD sur les entreprises. Comment le RGPD a-t-il changé la façon dont les entreprises collectent et traitent les données personnelles? Alors, c'est des choses qui sont visibles, c'est-à-dire que l'on voit que l'information est normalement plus précise. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la description de chacun des destinataires de cookies. On a, sur la collecte des données, plusieurs évolutions majeures. La première, c'est la logique de minimalisation des données. On utilise les seules données nécessaires au traitement et pas celles qui sont superflues. Ça peut poser parfois des problèmes, mais c'est quand même un principe de saine gestion. La deuxième chose, c'est la limitation de la finalité. J'utilise des données pas parce que ça peut être utile un jour peut-être, mais parce que j'en ai un besoin précis, déterminé et explicite à un instant donné. Et autre chose qui est très importante, c'est l'exactitude des données. Je dois raisonner avec des données qui correspondent à la réalité de la personne et non pas des données qui sont générées de manière aléatoire. Conservation limitée, on les conserve pour une durée qui doit être en cohérence avec la finalité du traitement et non pas indéfiniment. Et puis une obligation d'assurer l'intégrité et la confidentialité. Et c'est tout ce que l'on peut voir, notamment avec les problématiques de fuite de données, où on a des entreprises qui sont sanctionnées parce qu'elles n'ont pas assuré de manière suffisante la protection des données des utilisateurs de leurs services. Et ça, c'est quand même une innovation importante apportée par le RGPD. Quelles sont les principales difficultés pour les entreprises pour se conformer au RGPD? Alors, je pense qu'on peut distinguer plusieurs types d'entreprises. Il y a des très grandes entreprises qui, depuis plusieurs années, en particulier dans le domaine financier, quelques décennies même, se sont habituées à avoir des obligations de conformité, donc en mettre en place des dispositifs de contrôle interne. Pour les entreprises de taille plus petite, des obligations de même nature sont issues du RGPD, mais elles n'ont pas forcément la culture qui leur a permis d'avancer là-dessus. Des points sur lesquels il faut faire attention. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la cartographie des données. C'est-à-dire que l'entreprise doit savoir quels sont les types de données qu'elle utilise, à quelle finalité et quelles sont les logiques de traitement qui leur sont appliquées. La deuxième chose, qui est un anglicisme, c'est le privacy by design, c'est-à-dire la protection de la vie privée par défaut. C'est-à-dire que dès que l'on conçoit un projet informatique, il faut intégrer cette problématique de protection des données de la vie des personnes, à la fois en termes de sécurité, mais aussi en termes de respect des droits des personnes, lorsque l'on conçoit le produit. Et donc ça, c'est une évolution qui est importante, mais qui est aussi une logique de bon sens. On n'avait pas cette préoccupation avant le RGPD? Alors, avant le RGPD, certains diront de manière cynique, avant les sanctions du RGPD, il était très difficile de faire prendre en compte les besoins de protection de la vie privée avant, dans le cadre du projet, et c'était bien souvent quelque chose qui arrivait en dernière minute, juste avant la livraison. Maintenant, c'est fini. Ensuite, il faut former le personnel, c'est-à-dire que le personnel doit être au courant des droits, de ses droits et de ses obligations en matière de protection des données en tant que préposé de l'entreprise. La gestion des incidents est devenue un point qui est très important, c'est-à-dire que lorsqu'on a une data breach, c'est-à-dire qu'une fuite de données, ou un accès illégitime, ou une indisponibilité des données, il faut prévenir les gens, il faut les informer, et il faut également prévenir le régulateur qui est la CNIL. Ça veut dire un système d'alerte à mettre en place? Ça veut dire un système de remontée et de gestion des incidents que l'on a dans les grandes structures, parce qu'il y a des problèmes d'indisponibilité qui ont des impacts très, très conséquents, mais c'est quelque chose qui redescend vers d'autres types d'acteurs que les très grands groupes, ou les groupes du domaine dont les activités sont par elles-mêmes réglementées. Et puis, désignation d'un délégué à la protection des données à caractère personnel, un DPO, que je représente, et qui est une fonction non exécutive et qui a pour but d'assister le responsable de traitement, donc la direction de l'organisme, pour que la protection des données à caractère personnel soit bien intégrée
et que la protection soit effective. En général, le profil des DPO, c'est des juristes ou pas forcément? Alors, il y a une proportion importante de juristes parmi les DPO, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui viennent de la sécurité des systèmes d'information, des gens qui sont D'accord. ingénieurs, et puis des gens qui viennent du métier. Alors, la difficulté du métier de DPO, c'est pas tellement la formation initiale, juriste, ingénieur ou autre, c'est d'être capable d'être quelqu'un de pertinent sur les domaines qui concernent le métier de l'organisation. D'accord. Deuxièmement, sur la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, ça c'est un petit peu obligatoire. Et puis quelqu'un qui comprenne comment fonctionne un système d'information. Bien sûr. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Et en fait, quand on se dit quelle est la bonne solution, interne, externe, tel type de rattachement, tel type de formation, c'est difficile de la fournir. C'est-à-dire que c'est la personne qui sera la plus efficace à un instant donné dans une organisation donnée D'accord. pour assurer la protection des données à caractère personnel. Quels sont les nouveaux défis en matière de protection des données personnelles avec, je pense, à l'intelligence Ouais. artificielle ou l'Internet des objets? Alors là, on a de nouveaux défis parce qu'on a quelque chose qui ressemble à une nouvelle vague d'innovation Bien sûr. technologique qui est proche d'une révolution. L'IA est un enjeu tout à fait important pour les DPO et pour les personnes qui s'occupent de protection des données personnelles, avec différents sujets. Premièrement, c'est la transparence et la loyauté des traitements. C'est-à-dire que les D'accord. traitements doivent être visibles, expliqués et compréhensibles par les personnes qui en sont l'objet. La problématique aussi de la sécurité des données transférées, collectées et traitées par l'Internet des objets, ce qui est un sujet qui n'est pas si simple que ça avec tous ces capteurs qui sont Bien sûr. un petit peu partout. Et avec l'IA, on a la gestion des biais et des discriminations. C'est pas toujours la faute de l'IA. C'est-à-dire que l'IA travaille par apprentissage et donc Bien en sûr. fait, ce qu'elle projette, ce qu'elle produit, est finalement le résultat d'une analyse du passé. Il faut reconnaître que si on regarde notre histoire, en termes de misogynie, de discrimination, on n'est pas forcément totalement exemplaire. Donc c'est pas forcément la faute de l'IA. Mais il y a aussi des fois où l'IA produit des hallucinations. Les hallucinations, c'est un résultat qui est plausible, mais qui est totalement faux. J'ai fait l'expérience à titre, j'ai fait l'expérience à titre personnel et je me suis retrouvé beaucoup plus vieux et dans une spécialité qui n'était pas du tout la mienne. Mais il y a un exemple qui est beaucoup plus parlant, c'est qu'il y a des requêtes d'IA qui conseillent de manger des cailloux, parce que ça apporte des sels minéraux, et qui a quand même une phrase un petit peu de doute à l'intérieur, Oui. qui est « mais tout le monde n'est pas d'accord ». Donc en fait, il y a... On ne recommande pas de Tout le de monde faire ne cette recommande. pratique. L'IA dit il semblerait que ce soit intéressant de manger des cailloux, mais c'est pas l'unanimité qui est là-dessus. Donc, à titre personnel, On ne recommande pas. je ne valide recommande pas aussi. du tout la consommation de cailloux, même si ça peut avoir, enfin, si certains animaux gèrent leur digestion de cette façon. Le consentement dans un environnement IoT, c'est un sujet qui est un petit peu complexe parce que on a beaucoup de capteurs. Bien sûr. On ne sait pas exactement sur son téléphone ce qui est capté, mais si c'est les objets qui eux-mêmes ont leur vie autonome, on a aussi cette problématique de qu'est-ce qui va être capté sur moi à partir de ces objets. Et puis, tac, deux choses importantes, le droit à l'explication, c'est-à-dire D'accord. qu'il faut pouvoir justifier des résultats du traitement et de la manière dont il a fonctionné. Et puis un point qui est technique, est-ce qu'on a toujours besoin de données à caractère personnel pour un bon apprentissage en matière d'intelligence artificielle? La réponse est non. Il peut y avoir des fois où l'apprentissage se fait avec des données anonymes ou des données pseudonymes. Et donc là, ça peut être un outil très intéressant. D'accord. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la fin du télétravail en entreprise et des implications juridiques. En effet, de nombreuses entreprises font revenir leurs salariés et mettent fin au télétravail. Quelles sont les obligations légales qui pèsent sur les entreprises pour faire revenir leurs salariés? Un salarié peut-il refuser de revenir travailler en présentiel et de ne plus faire du télétravail? On en parle tout de suite avec mon invité, Séverine Martel, associée chez Reed Smith. Séverine Martel, bonjour. Bonjour.
Alors, de nombreuses entreprises font revenir leurs salariés et mettent fin au télétravail. Quelles sont les conditions légales pour mettre fin au télétravail d'un salarié? Alors, Arnaud, tout dépend en réalité de la manière dont le télétravail a été mis en place. Quand il a été mis en place via une charte ou un accord collectif, ce qui est souvent le cas, il y a dans la charte ou l'accord collectif ce qu'on appelle une clause de réversibilité D'accord? qui prévoit les conditions dans lesquelles chacune des parties, c'est-à-dire à la fois l'employeur et le salarié, peut mettre fin de manière unilatérale au télétravail. En revanche, lorsque le télétravail fait partie du contrat de travail, cette clause de réversibilité n'existe généralement pas. Et du coup, il est nécessaire d'aller chercher le consentement et l'accord du salarié, donc un accord individuel. D'accord? Et il en va de même également lorsque le télétravail a été mis en place sans qu'il y ait une véritable formalisation, lorsqu'il a été mis en place Par pendant... l'usage, on va dire? Exactement, pendant une certaine période, sans qu'il soit nécessaire d'avoir documenté la mise en place du télétravail. La Cour de cassation considère qu'on a une espèce d'accord implicite. Et dans ce cas, il est aussi nécessaire, nous dit la Cour de cassation, d'aller chercher l'accord du salarié. Alors, vous dites il faut l'accord du salarié, mais qu'est-ce qui se passe en cas de refus du salarié? C'est une bonne question. Alors, si on a cette clause de réversibilité, le salarié est tenu de se conformer au retour à un présentiel ou à une réduction du nombre de jours de télétravail. En revanche, si il est nécessaire d'aller chercher son accord, effectivement, s'il refuse, dans ce cas-là, ce n'est pas un motif de licenciement. D'accord. Et le salarié a la possibilité, lui, de saisir le conseil de prud'homme en faisant valoir que c'est une modification de son contrat qui ne peut pas être mise en place sans son accord. Et donc peut saisir le conseil de prud'homme en vue d'une résiliation judiciaire, par exemple, de son D'accord. contrat, ou peut rompre son contrat au tort de l'employeur en demandant une requalification, un licenciement abusif. Et sans aller jusque-là, est-ce qu'on peut tenter une conciliation avec Bien son sûr. employeur? Alors, c'est toujours possible. Après, si c'est un déploiement qui est un déploiement vraiment sur la totalité de la population, une négociation rend les choses un peu plus compliquées puisque ça viendrait à dire qu'on fait un traitement au cas par cas. Pourquoi on maintient certains salariés, pourquoi D'accord. d'autres, c'est pas possible, plus compliqué. Donc justement, vous évoquez l'ensemble des salariés. Comment gérer les demandes de télétravail formulées après un retour en présentiel à 100%? C'est une bonne question, puisqu'effectivement, il y a plus de charte et plus d'accord collectif, donc il faut être préparé à faire face à des demandes de télétravail individuel. Alors, légalement, l'employeur n'a pas forcément à motiver un refus. On a uniquement l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui recommande une motivation d'un refus dans le but uniquement d'éviter des différences de traitement entre salariés. Bien C'est-à-dire, sûr. juste ce qu'on venait de dire, pourquoi j'ai accepté pour monsieur untel et pourquoi pas j'ai pour un autre refusé collègue. pour un autre collègue. Exactement. Et quels sont les risques qui sont associés à un retour en présentiel à 100%? Si évidemment, on imagine bien que les salariés ont eu des habitudes en télétravail. Quels sont les risques? Les risques, ils sont nombreux. On a évoqué longtemps les risques psychosociaux attachés au télétravail, mais il y a aussi des risques psychosociaux qui peuvent être attachés à un retour en télétravail. On a également le risque de refus que vous avez noté qui nécessite des gestions un peu au cas par cas. Et Bien sûr. puis, risque qui n'est pas forcément très juridique, mais un risque qui est une perte d'attractivité, véritablement, puisque on voit de plus en plus que dans les entretiens d'embauche, une des questions qui revient souvent, c'est plus forcément combien je vais être payé, mais Et c'est la est-ce question que... du télétravail. Voilà, donc une perte d'attractivité, me semble-t-il, par rapport aux concurrents, notamment dans un contexte où on parle aussi beaucoup de la semaine de 4 jours. Voilà, une perte d'attractivité, ça me paraît être un risque D'accord. important. Pour finir, quelles sont vos recommandations en la matière? Alors, recommandation, moi je préconise toujours le dialogue, comme vous l'avez suggéré. Tout à fait. Donc je pense que si des représentants du personnel sont en place, il faut instaurer effectivement un dialogue avec les représentants du personnel, tenter de leur expliquer pourquoi il est nécessaire de revenir à un présentiel à 100%, trouver le juste équilibre entre productivité, équilibre vie personnelle et vie privée,
Et puis, on a peut-être des moyens pour rendre la présence au bureau plus attractive. Nombreuses sociétés mettent en place, par exemple, sur les pauses déjeuner, des activités, notamment sportives, D'accord. pour permettre un moment de détente et De se sentir bien voilà, aussi exactement, sur son lieu de qui travail. séduisent beaucoup les salariés dans le cadre d'un retour en présentiel. Est-ce que vous voyez ce retour en entreprise comme une tendance de fond? On a l'impression que beaucoup d'entreprises ont ce type de démarche, de faire revenir leurs salariés. Est-ce que pour vous, c'est une tendance de fond? Oui, c'est une tendance de fond, principalement dans les groupes internationaux. De notre côté, depuis quelques mois, on a des demandes de beaucoup de groupes internationaux, justement, de revenir en présentiel à 100%. D'accord. Ce qui pose des difficultés parce que la plupart de ces groupes n'ont pas forcément mis en place effectivement une charte ou un accord d'entreprise. Donc le télétravail n'est pas du tout encadré. Et donc la nécessité d'aller solliciter l'accord de tous les salariés au cas par cas. Mais je pense que c'est effectivement une tendance de fond, probablement sur 2025-2026. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de contentieux sur ces retours au bureau de salariés qui seraient contraints de revenir au sein de l'entreprise et qui voudraient faire davantage de télétravail comme avant. Il n'y a pas encore de contentieux, j'imagine, devant les tribunaux. Pas encore, mais à prévoir. À prévoir. Bon, on va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.